Il est 18 h en ce dernier samedi du mois, heure de notre rendez-vous habituel pour des nouvelles de l'Embal. Des nouvelles des associations, puisque nous allons parler essentiellement de toutes ces personnes qui œuvrent à longueur d'année pour nous préparer des fêtes et des activités festives et culturelles. Comme d'habitude, toute l'équipe de techniciens est présente tant sur le plateau qu'en régie pour vous présenter une nouvelle émission pleine de belles images. Au programme de cette émission, une présentation des nouveautés de l'Embal à tout cœur pour la cyclotouriste du samedi 13 juin, une présentation également de la 30e foire des potiers qui aura lieu le dimanche 24 mai prochain. Nous recevrons d'ailleurs sur notre plateau des membres de ces associations qui vont nous parler de la mise en place de ces deux événements. Mais pour commencer, un reportage sur un club qui est né à l'Embal il y a 3 ans, grâce à quelques bénévoles passionnés en France. En France, fixez-moi, c'est le sport collectif le plus titré. Les équipes de France masculines et féminines accumulent les titres et les podiums européens, mondiaux et olympiques. On parle évidemment de handball. MJC TV est allé rencontrer cette toute jeune association. Un reportage de Laurent Le Picard. Le hand, c'est un sport collectif qui se joue à 7 joueurs, dont 6 sur le terrain, 1 dans les buts. Après, les règles, c'est 3 pas. On peut dribbler autant qu'on veut. C'est en fonction de la catégorie, le temps de match est différent. Ça peut aller de 12 minutes à 30 minutes chez les seniors, gars. Alors la zone, il n'y a que le gardien qui a le droit d'être dans la zone. Les joueurs n'ont pas le droit de mettre le pied dans la zone, sinon c'est sifflé et c'est pour l'équipe adverse. Il y a des arbitres, soit officiels, soit des arbitres de club qui arbitrent les matchs. On peut jouer en départemental, en région, en national, en loisir. Pour ceux qui ne veulent pas faire de compétition, il y a la possibilité de jouer en loisir et de rencontrer d'autres clubs, soit en semaine, soit le week-end. Il y a des entraînements de hand toute la semaine, par catégorie, qui sont encadrés par des entraîneurs, soit diplômés, soit bénévoles ou salariés. Alors le club existe depuis 3 ans. On a plusieurs équipes. Une équipe de moins de 14 garçons, une équipe de moins de 16 filles, moins de 16 garçons et deux équipes senior gars. Donc senior gars, ça commence à partir de 17 ans. Voilà. Au niveau de la structure du club, on est une équipe de bénévoles qui dirigeons le club. Alors on a un arbitre départemental au niveau du club et un des objectifs, c'est justement de former d'autres adultes. Et on a un jeune arbitre aussi qui est formé depuis 1 an. Sinon sur le territoire de l'Embal, sur l'Embal communauté, sur le Grand Embal, on est le seul club à proposer du hand. Les adhérents ne sont pas forcément beaucoup à venir de l'Embal même, mais plutôt des 17 communes qui font partie de l'Embal communauté. Voilà, toutes les communes alentours. Au niveau des objectifs, ça serait vraiment structurer le club en termes d'encadrants, en termes de bénévoles, en
termes de projets associatifs en tant que tels, de continuer à former un maximum de jeunes pour avoir plus d'équipes jeunes. Pour l'instant, on est sur des moins de 14, moins de 16. L'objectif, c'est d'avoir des équipes de moins de 10, moins de 12. Et peut-être plus tard, dans quelques années, une école de hand. Voilà, donc l'école de hand, c'est pour les 6-8 ans. L'idée aussi, c'est que ça soit un club qui continue à être convivial, d'échanges de partage, d'expérience et de loisirs, même si la plupart des équipes jouent en championnat, en compétition. Le club nous demande de préciser que les handballeurs de l'équipe senior joueront demain dimanche à 14h et 16h, salle de la Poterie. C'est le samedi 13 juin 2015 que la 23e édition de la cyclo à tout cœur s'élancera et arrivera cette année et pour les années à venir sur le site du stade Saint-Martin à Lamballe. Cet événement orienté vers un but humanitaire n'est possible qu'avec l'appui de nombreux bénévoles, tant sur le village que sur les parcours, et réalisable qu'avec le concours des partenaires publics et privés et l'essentiel soutien des agriculteurs du Penthièvre. À travers le reportage qui suit, nous allons découvrir quelques innovations. Tout d'abord, le village jusqu'alors installé sur la place du champ de foire va changer de place et l'organisation d'un circuit très court va permettre aux familles et aux clubs de jeunes cyclistes de participer. Découvrons ce nouveau site et cette nouvelle organisation à travers un reportage de MJC TV. On est prêt, cette fois c'est bon, hein. Attention. Depuis 22 ans que la randonnée Lamballe à tout cœur, ex-Jean-François Rau, existe à Lamballe, les spectateurs ont l'habitude d'assister très tôt le matin à l'envolée des cyclotouristes vers leurs différents circuits, suivant qu'ils sont chevronnés ou simples débutants. Pour nous, MJC TV, autant d'occasions de faire des images pleines de couleurs, avec les maillots des participants venus d'un peu partout, Grand Ouest et même de toute la France, voire des pays avoisinants. Cinquième fois. Mais les autres seulement. Mais c'était la première fois pour mon fils. Très bien course. Oui. Mais je suis irlandais. Cette année, c'est un changement total, au moins en ce qui concerne le lieu de départ, qui va se situer sur le site sportif de Saint-Martin. Avec les organisateurs, MJC TV a découvert l'accueil, la ligne de départ, les lieux de barbecue et de restauration, mais aussi les nouveautés et les parkings. L'accueil à la maison du vélo, les cyclotouristes connaissent, puisqu'ils viennent déjà s'inscrire la veille du départ. Le 12 principalement, dès le vendredi déjà, donc nous aurons toutes les inscriptions qui se passeront ici. Les cyclos auront l'occasion de venir s'inscrire directement sur le site ici de Saint-Martin. Le samedi matin jusqu'au départ, jusqu'à 8h, 8h30, 9h. Donc nous aurons également les inscriptions. Et puis nous aurons effectivement toute la partie accueil qui se déroulera donc dans la maison du vélo. Les départs se feront sur la piste qui entoure le stade Saint-Martin et c'est Jean-Paul Lenné, vice-président chargé de cette logistique, qui nous en parle. C'est le même principe que les départs sur le champ de foire. Tous les cyclos seront positionnés donc sur la ligne de départ où je suis et en allant vers l'hôpital sur la piste du stade. Alors par circuit, le grand circuit en tête, le deuxième circuit donc partira également quelques minutes après pour favoriser la fluidité des cyclos pour éviter les accrochages, la bousculade un peu. Et le troisième circuit, pareil. Les départs se fera par, disons, la piste sortie au fond du terrain pour prendre la rue Dorée vers Place Saint-Martin, rue Jouan, la Guignardet et vers Andelle-Planguenoil. Un point non moins important, la restauration, que Pierre Lenoir, agriculteur en retraite et vice-président de Lamballe à tout cœur, nous explique. Bon, alors, ça va être une nouvelle organisation.
Mais comme on a la routine de préparer ce genre de choses, donc ça ne devrait pas véritablement poser problème. Donc nous allons avoir la préparation des repas là-bas, au bout du vestiaire, où il y aura les grillades, il y aura la distribution des repas, il y aura les camions frigos, le camion frigo qui sera là, etc. Et ensuite, il y aura donc une tente de montée là, le long des arbres, et l'autre qui sera adossée au ruisseau derrière. D'abord, tous les inscrits ont le droit à la restauration, puisque c'est compris dans l'inscription des participants à la cyclo. Ensuite, tous les bénévoles, et ils sont quand même nombreux, et aussi il y a une possibilité pour les gens, les accompagnateurs. Alors les accompagnateurs, eux, par contre, ils paient le repas 7 €. Le côté parking n'a pas été négligé, et là encore, Jean-Paul nous donne toutes les précisions nécessaires. Nous avons le parking des Canards, où on a estimé aux environs de 300 places de voitures. Même on peut mettre jusqu'une trentaine de camping-cars. Donc c'est quand même important de pouvoir les réceptionner et qu'ils soient bien, hein, parce qu'il y a même des branchements électriques qui sont à disposition. Une nouveauté cette année, avec un 4e circuit tout à fait original. Alors effectivement, la nouveauté, nous avons créé avec le VSPL bien sûr, un circuit baptisé familial d'une quinzaine de kilomètres pour que les familles viennent avec les enfants à partir de 7 ans. Et également les écoles de cyclisme des clubs des Côtes d'Armor, voire d'ailleurs, pourront venir. Alors une précision, le départ se fera non plus par rue Dorée et place Saint-Martin, mais ils partiront vers Trémillac, la rue des Haies, le rond-point de la Ville-Élan et vers les Landes à Couémieux. Et ils rentreront par Andelle, le pont de Quinguéret, et puis arriver par la rue de la Guignardet. Comme d'habitude, le soleil devrait être au rendez-vous de cette magnifique journée du vélo que les spectateurs ne manqueront pas de fréquenter, tant sur le départ que tout au long des différents circuits. François-Yves Lalin, vous êtes président de l'Emballe à tout cœur, et Pierre Lenoir, vous êtes ancien agriculteur et vice-président de l'association. Bienvenue à vous sur le plateau de MJC TV. Nous avons vu dans le reportage que le départ ainsi que le village l'Emballe à tout cœur se situeront à Saint-Martin. Est-ce occasionnel ou définitif, et pourquoi ce changement? C'est définitif, donc je pense qu'on verra plusieurs éditions de l'association sur le site de Saint-Martin. Pourquoi ce changement? Parce que d'un commun accord avec la municipalité et compte tenu des travaux qui vont s'effectuer sur le champ de foire, avec notamment le départ de la caserne des pompiers, il y a une énorme restructuration qui a priori va se mettre en place sur le champ de foire. On a préféré anticiper ce changement et donc chercher un autre site, et en accord effectivement avec monsieur le maire, on s'est arrêté sur le site de Saint-Martin qui nous convenait très bien. Ça nous excentrait effectivement un peu du centre-ville, mais pour nous ça nous convenait très bien. Et le chrono a été abandonné, pourquoi? Est-ce que ça ne va pas empêcher justement les pros de s'inscrire à cette cyclo? Le chrono a été abandonné il y a 2 ans, déjà, compte tenu d'un coût financier qui nous semblait commencer à être beaucoup trop élevé. En effet, il fallait à peu près la participation de 350 cyclos pour pouvoir effectivement boucler tout le budget sécurité qui était dû effectivement au classement donc des cyclosportives. Les cyclosportifs s'inscrivant effectivement aussi de moins en moins nombreux. Donc il s'est avéré que le coût final de cette opération, donc on préférait la reverser aux 2 associations partenaires plutôt qu'à des organismes extérieurs prêts à nous faire des classements, mais effectivement à nous prendre cet argent-là qu'on n'avait pas envie non plus trop de leur donner. Effectivement, ils nous ont rendu à un certain moment un grand service, parce qu'effectivement à un moment donné les cyclos préféraient effectivement avoir des classements, mais bon.
il s'est avéré que petit à petit, on est allé vers des cyclo-tourisme et puis cyclo, voilà, puis tout simplement. Et puis on n'a pas cherché trop à reprendre contact avec eux lorsqu'il a été décidé, lorsque l'association a décidé effectivement de clôturer donc ces cyclosportives. Et comment vous est venue cette idée d'un 4e circuit ouvert aux familles et aux jeunes cyclos? Alors l'idée est venue déjà l'idée germait un peu déjà depuis 2 ou 3 ans. On avait dans l'esprit de créer, d'essayer d'innover un peu sur quelque chose. Donc l'idée est venue, et c'était une demande de certaines personnes. L'idée est venue, et Jean-Paul l'a dit tout à l'heure dans le reportage, bon, de faire participer effectivement sans doute le maximum de familles. C'est tout à fait à la portée de chaque famille aujourd'hui de faire 15 km à vélo. De faire participer également les écoles de cyclisme, et notamment ce sera contrôlé par le VSPL, donc, dont on remercie effectivement la participation. Voilà d'où est germée cette idée de faire participer effectivement le maximum de personnes pour un coût somme toute assez relatif, puisque la participation de chacun des cyclos qui participera à cette randonnée sera de 7 €. D'accord. Et Pierre Honor, vous êtes donc en charge de la restauration. On a vu dans le reportage que c'est aussi un élément très important de votre manifestation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Il y aurait plein de mots à dire. Je vais essayer d'être bref. Mais bon, depuis l'origine, les agriculteurs ont participé à cette manifestation, mais sous une forme beaucoup plus simple, à savoir qu'on leur servait un casse-croûte avec du pâté qui, malheureusement, quand il faisait chaud, n'était pas très agréable à manger. Et c'est la crise de la vache folle qui nous a fait prendre une autre orientation. À savoir que la vache folle étant arrivée, bon, on était tous devant un problème vraiment douloureux, et on s'est dit, pourquoi ne ferions-nous pas des grillades? Alors on était parti sur cette idée, mais par contre les grillades de bœuf, ça coûte cher une entrecôte, c'est pas si facile que ça à faire, et donc on est parti sous les côtes de porc. Voilà. Et donc il faut savoir pour cette journée-là, bon, ce sont les agriculteurs du Penthièvre avec leur organisation qui sont la Chambre d'agriculture, la FDSEA, le CDJA, qui nous donne un sérieux coup de main aussi parce que toute la partie secrétariat est faite par eux, parce qu'il faut bien contacter les entreprises qui viennent nous donner des matières premières pour faire le repas en question. Et donc, et ce sont surtout aussi, vous avez pu le voir dans le reportage, les retraités qui font ça, parce que les gens en activité n'ont pas tellement le temps. On fait volontiers au nom des agriculteurs de la région. Hein. Alors, il faut savoir aussi, ce qui me paraît très important, c'est que toutes les matières premières nous sont offertes. Chaque agriculteur contacte on est une dizaine à faire les opérations, à contacter la Coperle, par exemple, c'est la plus près, le Gouessant. Bon, les œufs arrivent de Hénansal, Kermenay apporte des côtes de porc aussi, les laiteries pour le beurre et le lait. Le lait qui sert à faire les flancs est apporté par les agriculteurs d'une commune. On change de commune tous les ans. L'année dernière, c'était Marouille, l'année d'avant, c'était Pinguy, l'année prochaine, ce sera peut-être Saint-Arraud. Et donc, voilà comme ça s'est organisé. Et puis, les agriculteurs sont très heureux de faire ça. Et je crois, à ma connaissance, que les participants sont très satisfaits de ce petit plus qu'il y a. Et chaque année, eh bien, on essaie d'améliorer aussi parce que on nous a dit, par exemple, il y a quelques années, on servait des chips avec les côtes de porc. On peut dire, une patate chaude, ce serait mieux. Mais non, mais des patates chaudes. Voilà, c'est tout simple, hein, mais les agriculteurs sont très heureux d'y participer. Je crois que tous les participants à cette manifestation sont contents de trouver ce bon petit repas à la fin. Et ça aussi nous permet de faire connaître nos matières premières, après tout, qui sont quelquefois critiquées, mais qui sont quand même très bonnes. C'est donc après l'effort, le réconfort. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc on vous remercie d'être venu sur le plateau de MLC TV et bonne continuation. Merci également à vous. Je vous en prie. Cette année, la Foire des Potiers aura un caractère exceptionnel pour sa 30e édition. Sur le site de la Poterie Lamballe, de nombreux exposants potiers, le musée des potiers, un four à bois en fonctionnement, des démonstrations de modelage et des ateliers divers, des danses folkloriques font créer une ambiance festive pour cette journée du 24 mai, préparée par l'association Lotté de Potiers, active depuis 30 ans. D'ailleurs, les festivités ont déjà commencé avec un groupe volontaire qui est allé extraire de l'argile localement samedi dernier.
Mais tout de suite, des images de présentation de cet événement important que sera ce 30e anniversaire de la foire des potiers à la poterie Lamballe, vue par MJC TV. Une affiche on ne peut plus simple, mais qui va bien marquer les esprits. 30 ans de foire, mais 1000 ans d'histoire, tout un programme. Une année où la foire des potiers, organisée par l'Hôtel de Potiers, aura un caractère tout à fait exceptionnel, à en croire les prévisions proposées pour ce 24 mai prochain. Mais tout a déjà commencé dès samedi dernier 18 avril, où l'atelier Terre de la Poterie a proposé de participer à une après-midi brouette d'argile en compagnie d'Yves Crépel, un autodidacte qui depuis longtemps déjà est passionné par l'argile et toutes les techniques qui l'accompagnent. Alors c'est très lointain déjà, puisque ça fait 47 ans que je fais de la poterie. Donc au point de départ, c'est essentiellement pour l'aspect créatif de l'argile, prendre de l'argile et puis faire un peu ce qu'on veut, autant du modelage que des poteries, quoi. La poterie n'étant qu'une technique supplémentaire par rapport à l'argile, quoi. Ah bah, au niveau de l'argile, pratiquement toutes les techniques. Là, c'est une autre histoire parce que ça dépend ce qu'on veut avoir comme résultat. Donc nous, dans notre atelier, on pratique beaucoup le tournage, parce que c'est vrai que le tournage est une sorte de nec plus ultra du potier, mais aussi on fait, par exemple dans les épis de fêtage, on fait du montage, on fait du modelage, et puis on travaille aussi à plat, on travaille des plaques, on s'aide aussi avec le plâtre pour faire du coulage, donc c'est quand même extrêmement diversifié, et puis surtout au bout d'un moment, on est confronté d'abord au feu, et là on fait aussi des choix personnels, quoi, c'est-à-dire quel type de feu. Chez nous on a commencé un peu au feu de bois, même si moi j'ai commencé avec de la faïence de basse température, et puis petit à petit, quand on va sur la haute température, on travaille sur les glaçures, l'alliage des minéraux, et là il y en a pour plusieurs vies, oui. Une quinzaine de participants munis de seaux, bêches et brouettes et chaussés de bottes ont suivi les conseils avisés d'Yves, dont on connaît l'esprit créatif ainsi que son talent de pédagogue, pour extraire cette argile à l'état brut. On force la décantation et l'eau, on la force à partir en passant sur du plâtre. Une fois que c'est passé sur du plâtre, voilà l'argile qu'on a réussi à obtenir. Alors, celui-ci, d'entrée de jeu, c'est tournable, hein, vous voyez bien, c'est... Cette animation d'une après-midi n'était qu'un prélude à cette foire des potiers, organisée chaque année par l'association L'Hôtel de Potiers, dont les locaux sont précisément dans une ancienne maison de potiers. Maison transformée en lieu d'exposition et qui retrace l'activité des faiseurs de peau qui ont fait la richesse du village de la poterie pendant au moins un millénaire. Alors, en fait, ici, on est vraiment au cœur de la poterie, et ça nous paraissait important puisque l'association Hôte des Potiers a pour objectif de promouvoir les arts liés à la poterie, puisqu'en fait, l'atelier Terre, le musée et les Landes, c'est toutes ces trois pôles qui fondent l'association et qui permettent de promouvoir l'activité Terre et le travail des potiers sur notre commune. Tout au long de l'année, le musée expose poterie, épis de fêtage, statues et santons. Il propose des causeries autour du pot, des sorties, des expositions, etc. Cette foire des potiers, 30e du nom, sera donc une grande exposition internationale avec la présence d'une quarantaine de potiers créateurs. Le public y verra des œuvres originales, assistera à des démonstrations et à des animations de tournage, de modelage, de cuisson racu. Oui, alors là, c'est le tour à bâton traditionnel des potiers de la poterie qu'ils ont utilisé pendant 1000 ans. On lance le tour et après, on travaille sur le pot. Aujourd'hui, on a choisi de faire une démonstration de technique mixte, c'est-à-dire le tour et le montage à la bande
ce qui nous permet de faire des pots un peu plus gros. Un four traditionnel fonctionnera sur le site. En un mot, en venant sur cette foire, vous aurez tout compris de la technique de ces faiseurs de pots de la poterie. Le tout sera animé par un chanteur de rue, avec les danses des Gastadours, groupe folklorique local, et un lanceur de feu. 1000 ans d'histoire, 30 ans de foire à la poterie. Inscrivez vite cette date du 24 mai sur vos agendas. Personne ne doit manquer ce rendez-vous. Françoise Chauvel, vous êtes présidente de l'ET de Potier et Yves Crépel, vous êtes le potier à l'origine de cette foire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Françoise Chauvel, pouvez-vous nous présenter l'association telle qu'elle fonctionne aujourd'hui ? Oui, donc l'association Le Thé de Potier a pour objet de promouvoir et de développer les arts liés à la poterie et de mettre en valeur le patrimoine de la poterie. Donc elle fonctionne autour de 3 pôles. Donc on a le premier pôle qui est le musée pour la poterie d'hier, l'atelier qui est pour la poterie d'aujourd'hui, et puis enfin les landes de la poterie qui ont été, je dirais, classées dernièrement Natura 2000. Donc au niveau du musée, le musée est dans une des dernières maisons de l'Hôtel de Potier et qui est un lieu d'exposition, de pots, de santons, de statues et d'épis de fêtage. Le musée regroupe également l'ensemble des œuvres qui sont primées lors de notre foire de potier, puisqu'il y a tous les ans un concours sur lequel les potiers répondent et le gagnant, en fait, l'œuvre du gagnant, est achetée par l'association et donc est exposée dans le musée. Donc l'atelier, dans l'atelier aujourd'hui on a une centaine d'élèves qui fréquentent l'atelier, dont un tiers d'élèves. Et donc au niveau de l'atelier est animé par 3 personnes, donc Isabelle Morel qui est potière professionnelle et deux personnes qui l'accompagnent sur le volet technique et administratif. Donc il y a des cours tous les jours et donc on intervient également dans les écoles, dans les institutions et nous recevons aussi des groupes en situation de handicap. Et donc enfin les landes de la poterie qui relatent d'une activité potière importante sur les dernières années et qui est composée de multitudes de mares et qui est à l'origine d'une diversité biologique rare. Donc on a de mémoire, je crois qu'une centaine de caves ou de mares qui sont approvisionnées par l'eau, je dirais, naturelle et qui permet d'accueillir une faune et une flore richement diversifiées. Donc il faut savoir que ces landes ont été classées dans un premier temps biotope et Natura 2000 dans les années 2007. Voilà les 3 pôles que regroupe aujourd'hui l'association Le Thé de Potier. Donc Yves Crépel, vous êtes un passionné de terre et d'argile. D'où est-ce que ça vous vient, cette passion ? Je crois surtout le point le plus important, c'est ce mode d'expression qu'on recherche tous, soit écrire quelque chose, dessiner ou modeler. Et donc l'argile était vraiment un support de première importance. Et donc quand on commence à mettre le nez dans le pot, on n'en sort plus et c'est tellement vaste, tant sur le point de vue histoire que sur le point de vue géographique et puis sur le point de vue créatif. Donc là, chaque poterie, on peut dire, est une sorte de poème, d'expression complète. Et c'est ce qui motive pour durer, puisque moi je fais ça depuis 47 ans et je continue, bien sûr avec toutes sortes de statuts. Mais j'ai donc la chance d'avoir passer la main à ma fille et de pouvoir continuer à faire de la poterie tous les jours, à aller mettre mon nez dans le four. Donc là, voilà
c'est difficile de dire plus simplement les choses, quoi. Très bien. Et comment avez-vous préparé votre foire? La foire au départ, c'était d'abord une envie justement de potiers, de se regrouper, des potiers essentiellement de la région de Dinan. Et on a commencé par créer une association qui s'appelait Argile, et dont je suis devenu le président, donc c'est pour ça que j'étais en tête de la chose. Et on a cherché un lieu et on s'est retrouvé en fait à la poterie, où on a été accueilli par la population, c'est-à-dire au départ l'amicale laïque, et puis bien sûr la municipalité de la poterie. Et à partir de là, il a suffi de tirer sur le fil, et puis tout s'est enclenché, tout s'est organisé. Et avec bien sûr disons des perspectives qu'on a réussi vraiment à bien remplir. D'abord beaucoup de potiers présents, et aussi beaucoup de styles, et même en l'occurrence on a commencé, par exemple on parlait de la cuisson raku, qui est un enfumage basse température. On peut dire que pour la région c'est né à la foire des potiers. Et ça s'est tellement développé que l'année dernière, par exemple, il y avait 70% des exposants qui présentaient du raku. Donc ça, on voit bien que c'était un rôle inattendu de la foire, mais c'est quand même un rôle important. Alors c'est la 30e édition, pouvez-vous nous la présenter, ainsi que peut-être le thème Alors le thème de cette année qui a été retenu, donc c'est 1000 ans d'histoire, 30 ans de foire. Et donc, préalablement à la foire des potiers, qui aura lieu donc le 24, donc avec M. Crespel, nous avons organisé 4 événements qui précèdent cette foire, et dont le premier a eu lieu courant du mois de mars, avec une soirée vidéoconférence sur un film qui nous a été présenté sur les potiers de Chine, et que M. Crespel pourra nous parler, et qui en fait évoque une technique de réalisation très semblable de celle qui pouvait exister sur la poterie il y a plusieurs années, quoi. Et donc là, le deuxième volet, c'est ce que nous avons réalisé la semaine dernière, en allant chercher de la terre donc, dans la lande des potiers. Et on a un troisième après-midi qui s'est passé cet après-midi avec une visite de la lande, où là, Gilles Baudet, qui est un bénévole de l'association, nous a fait découvrir donc, les landes avec les différentes mares, les différentes espèces animales et végétales. Et il y aura un quatrième événement qui sera donc l'exposition de 2 potières étrangères que nous avons la chance de pouvoir recevoir cette année, et qui vont exposer leurs œuvres dans un local qui sera mis à disposition par la ville de Lamballe. Voilà. Il y a donc des animations faites par les potiers aussi. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, je pourrais revenir un petit peu sur ce qui a été préparé, c'est-à-dire pour bien resituer ça dans le contexte général de la culture potière, en fait, c'est-à-dire trouver toutes les occasions pour développer les différents arguments du travail de potier. Et je voulais juste repréciser que ce film sur les potiers, les minorités chinoises du sud-ouest de la Chine, représentait pour moi vraiment les images des potiers d'autrefois ici, ce qu'on entendait raconter. Alors c'était vraiment presque un rêve de pouvoir présenter ce film-là aux gens de la poterie, avec tout, et notamment en plus en s'appuyant sur les 2 livres de Marcel Amont et de Louis Baudet. Ça permettait quand même de faire une sorte de jonction supplémentaire. Déjà qu'on avait travaillé pour la jonction entre les potiers contemporains et les potiers d'autrefois, là on va encore plus loin. Et donc ça c'était intéressant. Le second volet d'aller chercher de l'argile ici et de le retravailler, on a commencé même, on a commencé à faire un pot, même plusieurs, et on va en faire d'autres.
Alors ça, avec l'argile de la poterie, préparée avec nos petites mains. Donc ça, c'est quand même quelque chose de aussi très important. Et bien sûr de se resituer dans le cadre de la lande des potiers, qui est bien sûr un lieu mythique pour tous les potiers. Donc là, au niveau de l'animation de la foire, d'abord, je dirais d'abord, il y a les 40 potiers qui vont être présents, et ça c'est quand même d'abord la grande animation de pouvoir tranquillement regarder tout ce qui se fait dans tous les sens et bien sûr essayer de trouver son bonheur, mais ça c'est autre chose, mais surtout c'est quand même le rassemblement le plus important et notamment de beaucoup de potiers de l'Ouest, hein, on va dire presque de chez nous, ça c'est très important. Ensuite il y a bien sûr le travail de la terre et ça va être... bon, je pense notamment à Glauda Jaouen qui vient tous les ans de Brest et qui avec son tour à pied qui va à fond tous les ans. Donc ça va être intéressant. Nous, les Crépels, ce qu'on a prévu, c'est d'aller encore plus loin. On va s'enfoncer dans la culture rubanée. On va descendre à 7000 ans en arrière. Enfin, comme on a déjà présenté sur le tour à bâton, on travaille à la bande. Et là, on va essayer de faire un pot plus gros que nous, enfin, ou presque, parce qu'on est déjà assez gros. Mais donc ça, et puis il va y avoir bien sûr tout le travail de raccou de l'atelier, quand même, hein, qui est quand même très très important au niveau technique, et bien sûr le four à bois, et puis on ne désespère pas de mettre quelques pots faits avec la terre qu'on vient de préparer dans le four à bois, et là, ce sera... Hein, j'espère défourner le mardi soir des pièces uniques, sinon uniques ou en plusieurs morceaux, quoi, on verra. Unique. On ne doute pas que cette fête sera une vraie réussite. Merci à vous d'être venus sur le plateau de MJC TV. Merci à vous. Fin avril, oh pardon, excusez-moi. Oui, moi je tenais en tant que présidente de l'association remercier dès maintenant donc l'atelier Crespel qui nous a accompagnés depuis le mois de mars et bien avant, hein, puisque c'est quelque chose qui se prépare d'une année sur l'autre. Et vraiment, je voulais les remercier pour leur gentillesse, pour leur accueil, pour leur simplicité. Et vraiment remercier aussi tous les bénévoles qui m'accompagnent dans cette tâche de préparation de la 30e foire des potiers. Merci à eux et merci à tous les bénévoles. Merci. Merci. Fin avril et déjà de belles fêtes s'annoncent pour les mois à venir. Espérons que le soleil sera de la partie pour toutes ces manifestations. Nous vous souhaitons un bon 1er mai, un petit peu en avance comme vous pouvez le voir. Et je voudrais aussi rajouter un petit mot personnel puisque ce soir c'est ma dernière émission. Donc je remercie vraiment toute l'équipe de MJC TV pour leur accueil et leur gentillesse. Bon week-end à tous.